Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs et bienvenue sur Carrefour Télévision. C'est une nouvelle édition de Face à Face. Notre invité aujourd'hui est un membre influent du parti au pouvoir, un homme assez virulent dans ses propos parfois. Il est aussi au centre, quelquefois, de quelques polémiques. Vous allez le découvrir dans quelques instants parce que c'est un analyste politique assez redouté. Et je ne serai pas seul. Je suis avec Marie-Michèle Zili ce soir, exceptionnellement. Bonsoir Marie-Michèle. Bonsoir Olivier Blanchard. Alors, le temps pour vous de bien vous installer, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après cette transition. Alors, il est sur ce plateau avec nous ce soir et je vous l'ai dit, je suis avec Marie-Michèle Zili, exceptionnellement ce soir. Vous allez donc le découvrir. Bonsoir Hervé Emmanuel Com. Bonsoir Marie-Michèle, bonsoir Olivier, bonsoir aux millions d'auditeurs et de téléspectateurs de Carrefour TV. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre magnifique demeure. C'est un plaisir déjà de vous recevoir. C'est la première fois aussi dans Face à Face, cette émission dont nous avions tant souhaité que vous soyez l'invité. Donc c'est un plaisir. La première question que je vais vous poser, vous avez déclaré il y a quelque temps que l'opposition est dans un désert intellectuel. Est-ce que pour vous, c'est encore d'actualité aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette pensée? Et en même temps, on remarque que des partis politiques ont quand même des programmes bien établis, des programmes politiques, et essayent de jouer le jeu politique comme c'est dit. Qu'est-ce qui vous a fait penser que l'opposition est dans un désert j'ai envie de dire intellectuel? Écoutez, là vous me faites une surprise incroyable. Vous me dites que les partis politiques dont vous parlez de nos compétiteurs, nos concurrents, auraient des programmes politiques. Je vous demande de me livrer l'un de ces programmes. Et je suis désolé, lorsque j'ai parlé du désert intellectuel, donc programmatique, c'est justement parce que les compétiteurs, les contradicteurs de notre parti, le RDPC, passent plus de temps à commenter les faits divers ou se lancent dans une entreprise de transgression de l'ordre public plutôt que de nous opposer à un programme ou un projet de société alternatif au nôtre que vous connaissez très bien, c'est le libéralisme communautaire. D'accord? Donc, vous m'étonnez en me disant qu'il y aurait des propositions, mais bon, je suis à votre disposition pour les lire avec beaucoup de curiosité. Et quand je le dis, c'est que quand vous voulez... faisons un peu d'explication. Ah ouais. Qu'est-ce que l'élection présidentielle? C'est la rencontre d'un homme, un projet et le peuple souverain. D'accord? C'est ça l'élection présidentielle. Je crains que les partis politiques autres que le nôtre confondent l'élection présidentielle avec les élections municipales ou législatives. Aux élections législatives, on peut dire que c'est la compétition entre les partis pour prendre le contrôle des villes ou bien du Parlement. Mais la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'un programme et le peuple souverain. Donc, il reviendra. Tentez-vous de dire que ces partis politiques qu'on vient de citer, le SDF, le MRC, l'UPC et les autres, ont des programmes qui ne sont pas appropriés. Je n'ai pas encore lu un programme. Je suis tous les jours, à travers votre excellent média ou d'autres, les commentaires des faits divers, l'agitation. C'est un peu comme si tous les médias ont été transformés en église de réveil. Ce sont des aboiements permanents. Malheureusement, il se trouve que certains même de mes camarades parfois les suivent dans cette entreprise qui pour moi concourt simplement à la dégradation de la démocratie qui est en train de s'installer, qui est irréversible. Vous comprenez? Vous avez par exemple l'un de ces leaders des partis d'opposition qui fait campagne depuis 6 mois. C'est-à-dire il a réduit le débat politique et l'a appauvri en le ramenant à sa seule personne. Est-il éligible ou pas candidat? Mandat impératif, mandat représentatif, ce sont les conversations des campus universitaires pour les étudiants de première et deuxième année. Et je pense que l'avenir du Cameroun et l'enjeu des présidentielles est beaucoup plus important que ces bavardages, n'est-ce pas, à Sabitou, comme on dit, ceux qui savent tout et en réalité qui ne savent rien.
Dites-nous, est-ce que l'opposition n'est pas affaiblie par toutes ces interdictions qu'on remarque? Parce que lorsque le RDPC a des manifestations, rarement on en a interdit. Est-ce que ce n'est pas quand même un caillou dans la chaussure? Beaucoup d'affection, disons, de respect pour votre professionnalisme, n'est-ce pas, en tant que journaliste. Mais je crois que vous prenez trop de liberté avec la réalité, la vérité, en disant que le RDPC, lui, il fait les manifestations, il n'a que ça à faire, et on l'interdit jamais. Les autres, c'est l'interdiction, c'est faux. La liberté ne veut pas dire la transgression de l'ordre public. La liberté est dans le cadre d'un état de droit. L'état de droit n'a pas que les avantages, l'état de droit aussi a des obligations. Donc nous, quand on fait des manifestations, on sollicite une autorisation à manifestation si elle est publique et on s'arrange à ce que ce soit fait dans le cadre de la loi en respectant l'ordre public, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas organiser une course de moto-taxi dans une ville sans avoir l'autorisation de la traverser. On n'est pas dans un film western américain avec les chevauchés sauvages, n'est-ce pas? Et en exposant les activités économiques au risque de ce rallye. Vous ne pouvez pas décider de vous faire accueillir par la terre entière lorsque vous ne vous assurez pas, que ceux qui sont en charge de notre sécurité collective ont prévu des conditions de cet accueil. Vous ne pouvez pas. Donc, écoutez, le chapelet peut être très long, mais je ne suis pas là pour faire l'inquisition. Je dis simplement que la démocratie est une chose très sérieuse et pour la construire, il faut être sérieux. Il faut que les acteurs soient sérieux, surtout des gens ayant une hauteur. Donc, le simple fait que vous ayez des appellations plus ou moins contrôlées ne vous autorise pas à faire ce dont vous avez envie. Donc, moi, je pense que, et d'ailleurs vous conviendrez avec moi, la construction de la démocratie n'est pas un chemin paisible. Mais c'est irréversible au Cameroun. Donc, il y a des moments comme ça, ce sont des étapes. Dans quelques années, on verra ça comme un passé, on aurait pu faire autre chose. Mais pour l'instant, il faut que tout le monde s'inscrive dans le respect. On construit la démocratie dans le cadre de la loi et le respect de l'ordre. Tout à fait, tout à fait. Hervé Emmanuel Combes, lorsqu'on vous écoute, on ne va pas dire que c'est la dictature, parce que vous avez essayé de dire qu'un parti politique ne doit pas faire ci ou ça. Mais est-ce que le parti politique en lui-même ne sait pas ce qu'il doit faire? Est-ce que vous tentez d'expliquer que ceux qui dirigent nos partis de l'opposition n'ont pas des cahiers des charges justes et droits? Bon, vous posez une question. Moi, je ne suis pas professeur agrégé. Je suis banquier de métier et je n'ai pas envie d'être professeur agrégé. Parce que finalement, quand on suit toutes les églises pentecôtistes médiatiques, on a l'impression que ceux qui devaient apprendre le minimum aux autres, c'est eux qui doivent prendre les leçons. D'accord? Je ne suis pas ici pour dire que les organisateurs, les entrepreneurs politiques ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Mais justement, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, il faut qu'ils restent dans le cadre de la loi. Vous comprenez, la République est verticale. La République, ce n'est pas une cour de récréation où vous vous levez, vous faites ce que vous voulez, vous avez des projets, vous promettez des morts, 50 morts si vous n'êtes pas là, tout ça. Écoutez, la République, même dans le vocabulaire, obéit à un symbolisme, n'est-ce pas, un rituel républicain, on doit se respecter les uns les autres. J'ai beaucoup d'amis ou de connaissances dans ce que vous appelez nos contradicteurs politiques, les partis d'opposition. Les uns et les autres ont des talents que je respecte. Mais il se trouve que dans le champ public, ils s'éloignent souvent de ce qu'on appelle la norme. C'est-à-dire un minimum de comportement qui fasse en sorte qu'on construise une société du vivre ensemble, comme dit le président Paul Biya. Vivre ensemble, ce n'est pas rassembler. Vous pouvez être rassemblé, ne pas être ensemble. Donc quand on rassemble, il faut aussi qu'on essaye d'être... quand on rassemble, il faut qu'on soit ensemble. Ça veut dire que nous devons avoir des éléments de dialogue, de conversation, de compétition partagés. Quel que soit le sport qu'il y a dans le monde, il n'est olympique que parce qu'on respecte les règles de ce sport. Vous comprenez? La barbarie, le temps de la barbarie, même au Moyen-Âge, c'est terminé. Vous avez tenté de parler du retour de Maurice Kamto au Cameroun après... Je n'ai pas envie de parler de lui. Je n'ai pas envie. Je vais vous dire pourquoi. Non, oui. Je vais vous dire, Olivier, pourquoi. Oui. Ne me faites pas participer à une excellente émission comme celle-ci pour que je m'inscrive dans la mouvance de ceux qui, depuis 6 mois, ne parlent que d'une personne. Et moi, je ne vois pas l'intérêt que j'ai à parler de lui.
je veux dire, le président du MRC est adulte, nous avons le même âge, et il est suffisamment, puisqu'il enseigne le droit, outillé pour savoir quel est le cadre dans lequel les organisations politiques se mettent en compétition. Et que vous ne pouvez pas tricher dans un match, il y a des arbitres pour vous arrêter. Cet arbitre, c'est l'État impartial. Avec l'administration, on peut penser ce qu'on veut de l'administration, mais par définition, dans une république, l'État, l'administration, ceux qui sont en charge de surveiller le cadre de l'ordre public, loi, légalité et tout, c'est l'administration et elle est impartiale. Si vous pensez que l'administration n'est pas impartiale pour une raison quelconque, nous avons des instances prévues par la loi pour vous pouvoir et réclamer la sentence du juge. Le juge administratif ou bien la Cour constitutionnelle pour le contentieux éventuel des élections. Mais vous ne pouvez pas faire table rase de toutes ces institutions et dire que sans votre volonté, rien ne marche. Alors, comme c'est la force qui arrête la force, vous trouverez mieux que vous. Permettez-moi, je voulais justement en parler parce que ça fait de l'actualité, la une des journaux. Non, mais vous pouvez y aller, mais je ne veux pas parler d'un individu. En fait, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ce grand meeting que le président du MRC a organisé à Paris? Quel est votre avis là-dessus? Je suis très amusé parce que, bon, je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles vous m'avez choisi. Moi, j'ai habité 38 ans en France. En Europe, j'ai fait 20 fois au moins le tour du monde, d'accord? Et j'ai été témoin de l'évolution de ce que vous appelez la diaspora. D'abord, je ne vais pas discuter sur les chiffres de qui était là, parce que Paris est une ville où il y a beaucoup de voyeurs de badauds. Et lorsque vous organisez quelque chose en plus à la place de la République, qui est un peu le début de chemin vers les banlieues, vous pouvez toujours avoir les gens. Mais laissez-moi vous dire, vous vous adressez à des gens qui ne sont pas électeurs pour 99% d'entre eux. Ils ne votent pas. Si vous faites un meeting quelque part et qu'on sait que l'ensemble de la diaspora dans le monde, et ça c'est là, grâce à la décision, à la volonté du président Biya, les Camerounais de l'étranger votent. Mais vous connaissez le nombre d'électeurs qu'il y avait à l'étranger, la dernière élection en 2018, elle était à peine de 18 000. Et le président Biya a emporté plus de 90% de ses voix. Et lorsque vous réunissez 2 000 Pékins que vous transformez en 45 000 ou en 5 millions, vous dites que vous avez fait le très grand meeting, excusez-moi, mais pendant j'ai organisé mieux que ça. J'ai organisé à la dernière élection un meeting à Camtel et il y avait plus de 50 000 personnes et c'était pour la plupart, ce sont des électeurs. Donc tout ça, ce sont des entreprises de diversion, des entreprises de dégradation de l'environnement politique et vous ne pouvez pas, vous voyez même Napoléon qui a été un moment à Moscou, à Leningrad, il a créé la comédie française là-bas. Vous n'allez pas diriger le Cameroun à partir d'un pays étranger et de surcroît sur un autre continent. Je trouve cela lunaire et extraterrestre. C'est pitoyable pour des gens qui veulent prendre le pouvoir. Pour sortir de cet aspect, vous sortez de ce sujet, continuez avec... Pour sortir, peut-être on y reviendra, oui. Mais juste pour savoir, est-ce que c'était nécessaire que le préfet du département de Vory interdise aux mototaximens de circuler le jour du retour de Maurice Kamto? Moi, par exemple, je n'étais pas au courant qu'il rentrait. Mais c'est grâce à cette interdiction que j'ai découvert. Alors, j'ai entendu, y compris d'ailleurs des gens qui se réclament de notre proximité, donner des leçons à Sylvia Mvogo, le préfet de Vory. N'est-ce pas? Il se trouve que je connais très bien le préfet de Vory. Mais indépendamment de ça, sur le plan objectif, l'administration a des informations que vous et moi ne disposons pas. Vous comprenez? Il faut que les gens s'inscrivent dans l'humilité. Et venir expliquer à un administrateur civil principal hors échelle, même s'il est jeune, ce qu'il a à faire, c'est être très téméraire, c'est prendre trop de témérité avec le bon sens et, disons, la modestie. Il se trouve, je crois, que monsieur le préfet Mvogo avait des informations précises sur les choses visibles, cachées, qu'il y avait derrière toute cette cacophonie. Et il a préféré prévenir une situation qui aurait pu se transformer en autre chose. Comme je vous dis, les rallyes, les bruits, les violences. Je préfère le choix qu'il a fait et qui a été relève de la prévention parce que administrer, c'est prévenir aussi. D'accord?
plutôt que si on se serait retrouvé avec des affrontements. Nous avons un personnel en maintien de l'ordre qui n'est pas suffisant pour contenir certaines masses de personnes. Et ça aussi, ça fait partie des évolutions que nous allons avoir dans la construction de cette démocratie. Douala est une ville, c'est la plus peuplée du Cameroun. Et Douala est une ville où tous les entrepreneurs du chaos veulent venir s'essayer. Et Douala est l'endroit où on veut faire des choses pour qu'on parle de vous. Vous n'allez pas chez vous. La preuve, M. Kamto, qui a des gens autour de lui, aurait pu atterrir chez lui à Odia. Bon, nous ne sommes plus dans le régime de laisser passer. Mais lorsqu'il a décidé de passer par Douala pour ameuter ses partisans, il faut qu'ils comprennent aussi que dans le cadre du maintien de l'ordre, l'administration ait pris des précautions pour que ça ne se passe pas comme il veut. Ce n'est pas à nous de courir derrière lui. Donc je finis sur le préfet en disant ceci. C'est très facile de mettre sur le préfet. S'il n'avait pas fait ça, il y aurait eu ça. Là, vous êtes dans la conjoncture, c'est-à-dire ici. Avec les si, on a conçu le paradis sur terre, d'accord? Mais lui, il a la responsabilité de notre sécurité collective. Et il a pris des mesures qui ont fait en sorte qu'il n'y a pas eu de dégâts, que le MRC n'ait pas tenu son meeting qu'il voulait tenir, et je ne sais même pas s'il avait une autorisation, c'est une chose. Mais nous avons été, n'est-ce pas, on a fait l'économie d'un désordre. Et je comprends que vous ayez eu envie de vous balader comme vous voulez, mais parfois il faut éviter d'aller du côté où le volcan veut s'élever. Voilà, il a fait preuve de prévision et il a mon soutien et mon amitié. Même si près de 300 000 motos n'ont pas pu travailler ce jour, d'après les chiffres qui ont été avancés, écoutez, quand le Cameroun joue avec Sao Tomé au football et qu'il y a match nul, vous faites souvent férié. Donc je ne crois pas que ces 300 000 motos, comme vous le dites, et ce n'est même pas prouvé, aient eu tellement qu'il y a eu des dégâts économiques. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous poussez, je vais aller. Vous m'avez traité de virulent. Je ne suis pas virulent, je suis simplement exigeant. Tous ceux qui disent on aurait pu travailler le week-end, est-ce que tous payent les impôts? Mais lorsqu'il y a un problème, ce sont nos impôts qui doivent maintenir l'ordre. Vous comprenez? Non, il faut faire la part des choses. Ça va dans tous les sens. Chacun se lève, certains disent il y a un qui. Il a osé dire que le préfet devait être préfet de Brousse, pas préfet de Douala. Le préfet de Douala, c'est celui qui joue avec les bandits. Nous, on ne l'a pas dit, Emmanuel Combes. Oui, non, mais je ne vous dis pas vous, mais je profite de votre notoriété pour répondre à tous ceux-là qui vont dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas deux Cameroun. Hein. Cameroun est à la même vitesse. Si vous allez dans le dernier village de Babimbi et le sous-préfet sait que vous êtes venu pour déterrer, exhumer les morts, eh bien, il va prendre des dispositions pour vous neutraliser. Et c'est ce qui s'est passé dans la point barre. Écoutez, il y a une tradition dans cette émission, face à face, chers téléspectateurs, vous le savez déjà, c'est le portrait. Le portrait dressé ici par Diane-Laure Misekou. Regardons ensemble. Né dimanche 22 février 1953 à l'hôpital Akintini de Douala, Hervé Emmanuel Combes est un homme politique et directeur de société camerounais. Ayant poursuivi ses études primaires et secondaires au Cameroun, il a obtenu un baccalauréat B économique au lycée technique d'État de Douala avant de faire ses études en droit, banque, sciences politiques et défense pour finir diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. Il occupe le poste de PDG de la société Matana Capital depuis 2005, implantée à Paris et spécialisée dans le commerce de détail d'habits et chaussures en magasin. Il est également membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti dans lequel il évolue et affirme ses idées innovantes. Très curieux de la connaissance, il a vécu en France sachant bien qu'il reviendrait au Cameroun. En septembre 1984, il occupe le poste de directeur du Crédit commercial de France. Il quitte cette fonction en octobre 1998 et rejoint le même mois la fonction de conseil du président du groupe Ouverture, spécialisé dans l'imprimerie jusqu'en décembre 2006. Fervent défenseur de l'État qu'il considère comme chaque Camerounais, il n'a de cesse de défendre le travail de fond qui est abattu par le gouvernement en place. Concernant les banques,
Il faut, selon lui, vaincre les résistances des banquiers qui se constituent en lobby, car beaucoup agissent comme des groupes d'intérêt faisant de la résistance. Croyant, pratiquant, il milite tous les jours pour la vérité, même dans les affaires de finances. Père d'une famille nombreuse, il possède à lui seul 18 enfants, dont 12 fils et 6 filles. Grâce à eux, il a une conception exceptionnelle de l'éducation, axée sur le fait qu'ils soient heureux dans ce qu'ils ont à faire, dans la sécurité intellectuelle, afin que demain, ils soient des éléments économiques libres. C'est un père protecteur, surtout envers ses filles. Camerounais à vie, il a eu la naturalisation française pour des raisons d'activité professionnelle. Hervé Emmanuel Com est pour la binationalité et cela pour des conditions précises. En 2018, lorsqu'il a été présenté comme candidat RDPC à Vouri-Est, il a été mis à l'écart du fait de sa nationalité française. Fils UPCiste, il est militant du RDPC et assume très bien cette formation politique qu'il incarne. Il reste attaché à ses traditions et garde les valeurs intrinsèques de sa famille qu'il aime tant, avec en tête son mentor, Maître Alice Com. Ouvert d'esprit et intelligent, il est à l'aise dans tous les sujets qui touchent notre société. L'on se rappelle encore qu'après l'annonce de confirmation de l'organisation de la CAN 2022 par le Cameroun, Hervé Emmanuel Com avait déclaré lors de son passage dans les antennes d'Abeka Radio le 17 juin 2021, la confirmation de l'organisation de la CAN par le Cameroun est une énième défaite des antipatriotes, pour dire qu'il croit fermement au potentiel de son pays et celui de l'Afrique en général. Hervé Emmanuel Com reste cet homme valeureux et charismatique, toujours présent sur la scène politique camerounaise, toujours prêt à défendre sa patrie envers et contre tous. Retour sur ce plateau, merci Diane-Laure Misekou. Retour sur ce plateau avec maintenant, je passe la parole à Marie-Michel, ma consoeur. Marie-Michel, à toi. Merci Olivier Danfay. Monsieur Hervé Emmanuel Com. Oui. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui le membre titulaire du comité central. Non, je le suis depuis plus d'une décennie. Je suis un vieux membre titulaire du comité central et désigné par le président. Mais cependant, vous êtes d'abord affiché comme un farouche opposant au régime en place. Avant de vous résoudre à le défendre, qu'est-ce qui explique ce changement? Alors, je suis vraiment estomaqué que même Carrefour que je prends pour le média le moins pollué se fasse caisse de résonance des ragots. Je n'ai jamais milité dans un autre parti que dans ce qui est aujourd'hui le RDPC. J'ai commencé mon militantisme en France à l'UNC. J'étais étudiant et j'ai été membre du bureau de la section. Vous comprenez? Du RDPC. J'ai pris un peu de recul parce qu'il faut le dire, et à un moment donné, ça bavardait, ça allait dans tous les sens. Et je suis de ceux qui pensent que le militantisme impose la discipline et que quand vous sentez que quelque chose n'est pas forcément d'un enthousiasme, vous prenez le recul. Mais je n'ai jamais été un opposant. Où est-ce que vous êtes allé chercher tout cela? Je crains que dans ce que vous présentez comme mon portage, vous présentez un ramassis de ragots. Je n'ai jamais été autre chose que militant du RDPC. Et je n'ai jamais milité dans un autre parti. Alors si vous voulez me confondre avec mon père, qui malheureusement est parti, vous n'êtes pas loin de son caveau, qui était militant de l'UPC, j'assume et je suis fier d'être le fils d'un militant UPC. Je suis fier d'avoir une proximité avec Ruben Oumiobe en Comondo, où mon père était. Je suis un des rares Camerounais, même très jeune que j'étais, qui a vu au moins sa silhouette, physiquement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, et même revenons dans l'ensemble, moi je ne fais pas la transhumance politique. Si vous voulez connaître tous les touristes politiques, allez ailleurs. Les adresses sont connues. Et ils sont invités sur tous les médias tous les dimanches. Moi j'ai toujours été militant. Et puis c'est mon droit d'évoluer dans mon opinion si c'était le cas. Quel est ce procès-là? C'est mon droit. Et même étant à l'intérieur du RDPC, quand je pense que quelque chose peut être mieux fait, je le dis souvent avec ma liberté, ça ne me vaut pas que des amis à l'intérieur de mon propre parti. Alors, au moins, je suis à l'aise. N'était pas un désaveu du parti. De quoi? Cette critique que vous avez eu à faire à l'endroit du parti au pouvoir à un moment. Oui.
Ce n'était pas un désaveu du parti. Qu'est-ce que j'ai eu à faire à l'endroit du parti? Vous dites quelque chose en contraire, je ne vous comprends plus. Je vous ai répondu, madame, si vous ne me suivez pas là, il y a un problème. On est face à face. Vous m'avez dit, et je vous ai dit que vous êtes en train de faire le colportage de ragots qui n'ont rien à voir avec ma personne. Je n'ai jamais été contre le régime. J'ai parfois eu des positions, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour nuancer certaines choses qui sont faites. Et je ne fais pas partie des gens qui confondent l'administration et le RDPC. On n'est pas obligé, parce qu'on est militant du RDPC, d'approuver un acte administratif qui est contraire à ce qu'on considère comme un droit. Je ne comprends pas de quoi vous voulez me parler, madame. Les forces progressistes existent toujours. Non, elles fait la thèse de résonance. Je crois que elles ont toujours existé. Il y a des médias ici le dimanche à Bonakwang et tout qui peuvent faire ce métier et se soufflent. D'ailleurs, personne ne les suit plus. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est à la date, au moment où nous nous rencontrons, que vous connaissez mon opinion. Hein? Si vous voulez avoir mon opinion, en 1990, j'ai 72 ans maintenant, ou vous êtes une exhumeuse de la situation, alors vous faites attention parce que je ne suis pas sûr que vous étiez né. Les gens qui parlent de moi quand j'étais étudiant, leur maman était vierge au moment où moi j'étais étudiant. Vous comprenez? Moi, je suis en face de vous, je vous réponds en disant, ce n'est pas de moi qu'on parle. On m'a attribué une phrase, n'est-ce pas, et le média est connu, il le regarde jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas voulu leur servir de faire voilà parce qu'ils voulaient plus qu'on parle que de moi. Que j'ai dit que Paul Biya était l'incarnation vivante de l'incapacité à gouverner. Je n'ai jamais prononcé cette phrase. Et le média en question n'a jamais existé. C'était une fabrication d'un groupe de gens incompétents et imbéciles, le mot est juste, et qui n'a pas de sens. Ça a été ce que ça a été. On instrumentalise ça souvent parce que plusieurs d'entre eux ont peur de moi. Madame, avant que je ne vienne faire la politique visible ici, j'ai un métier. Je suis le premier Africain à être directeur central de l'une des 10 premières banques au monde à Paris. Pas ici. Je n'ai jamais eu une carrière par décret. Les décorations, oui, je les reçois parce que c'est comme ça. Hein. Vous ne me parlez pas de moi dedans. Je suis devenu grand officier. Je suis rentré chez moi. Que chacun à la diaspora, après ses œuvres, vienne ici et qu'on l'élève à la dignité de grand officier, comme c'est mon cas. Alors, commencez à chercher. Bientôt, vous allez me dire, je ne fais pas les marchés publics. Vous êtes chez moi. Je conçois à mon rythme avec mes moyens. Je suis un homme libre. Et je soutiens le président Paul Biya parce que je pense que c'est la meilleure offre politique actuellement dans cette espèce d'écosystème, cette faune politique qui veut s'installer au pouvoir. Voilà, c'est tout. Et maintenant, vous voulez savoir si je pense qu'au RDPC, on est au paradis. Je vous dis non. Non, monsieur. Mais nous sommes les humains. Non, je suis virulent. Là, maintenant, il a raison. Parce que je ne pensais pas que dans votre média, on puisse se faire, n'est-ce pas, l'amplification des colportages qui, pour moi, relèvent des ragots, des incompétents, des gens qui n'ont jamais eu une fiche de paie. D'accord? Voilà. Vous aviez été clair sur vos positions. On va évoluer pour parler des législatives de 2020. Je rappelle qu'en 2019, vous êtes candidat pour ces législatives dans la circonscription du Bruy-Est, région du littoral. Mais vous serez recalé par le Conseil constitutionnel pour but de nationalité. À la suite, je n'ai pas terminé ma question, à la suite d'une requête déposée par le Social Democratic Front, le SDF, en liste dans la même circonscription. Alors, le parti pour lequel vous deviez vous présenter à ces législatives, le RDPC vous a remplacé. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous dites quoi, madame? Je vous dis comment ça se passe, d'accord? C'est le parti qui m'a présenté comme candidat. Mais vous étiez candidat. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Face à face, chacun a son tour. D'accord? C'est le RDPC qui m'a présenté comme candidat. Je ne me suis pas présenté comme candidat, ma personne, Hervé Emmanuel, comme tout seul. Et le RDPC, c'est qui je suis, en me présentant comme candidat. D'accord? Et c'était une candidature sur une liste de, je crois, de 5. De 4. Vous voyez, c'est une circonscription à 4 élus. Alors, regardez bien les choses avant de venir avec vos questions. Celui qui était à l'origine de cela, je suis heureux, c'est un parlementaire qui est un des plus connus au Cameroun, c'est M. Nietzsche. Je suis heureux de savoir qu'il avait peur de moi. Il a d'ailleurs toujours peur de moi, parce que nous nous connaissons depuis qu'on est haut comme ça. Il a peur de moi. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Je ne veux pas revenir sur la décision de la Cour constitutionnelle qui était contestable en droit, en politique, en morale. La Cour constitutionnelle, contrairement à ce que vous disent vos agrégés du dimanche, n'a pas compétence sur l'état des personnes.
Elle devait renvoyer, n'est-ce pas, à l'institution compétente, c'est-à-dire le juge judiciaire, de vérifier mon état familial. C'est le juge de la famille qui détermine. La Cour constitutionnelle ne peut pas me faire divorcer. On est d'accord? Eh bien, la nationalité est de même nature que le divorce. Et je vais terminer parce que le moment est venu que je donne aussi des leçons à ceux qui en ont besoin. Donc, ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, je n'ai pas voulu faire de commentaires là-dessus. C'est un jeu politique, n'est-ce pas, de ceux qui avaient peur de moi. Et dans tout cela, c'est le RDPC qui a perdu 2 postes. Et c'est ça qui a entraîné l'élection de Nouran Foster et de Jean-Michel Nietzsche, qui est aujourd'hui le plus grand entrepreneur contre le RDPC. Alors, moi, je vous reprends cette question parce qu'elle est intéressante. En quoi? Parce que si le RDPC manipulait toutes les décisions, on ne m'aurait pas disqualifié. Je suis le seul Camerounais qu'on a prétendument pensé que j'aurais la double nationalité aux affaires au Cameroun. Non, je vous pose la question. Vous les connaissez, vous êtes journaliste, fréquentez tout le monde. Il y a des gens jusque partout, y compris à l'opposition, qui ont la multinationalité. Ce n'est pas mon cas. J'ai été victime de cela, je pense que j'avais autre chose à faire. Vous savez, et il y a un parlementaire qui avait dit que sa vie a changé depuis qu'il est entré à l'Assemblée parce qu'il touchait 1 million. Quand vous passez chez moi, vous croyez que j'ai besoin de ça? Donc voilà, j'ai mis ça de côté, mais bientôt il y aura élection. Même comme on est... Parlons de l'élection. Non, je termine là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de me recevoir, mais moi, je ne suis pas obligé de vous suivre. Okay. Je veux vous dire qu'il y aura une élection, que tous ceux qui ont peur de moi se préparent ici à Vouli-Est. Ok, voilà, parlant effectivement de cette élection, M. Emmanuel, comme nous sommes au terme de ce 7e mandat de Poli à la magistrature suprême, alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du bilan de votre parti qui détient les rênes de l'exécutif? Vous posez 2 questions. Vous parlez du bilan du président ou du parti? Nous sommes à la fin. Le candidat, c'est Paul Biya. Nous sommes à la fin d'un septennat et il y a un programme politique qui avait été présenté par le RDPC. Nous sommes à la fin de ces 7 ans. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de votre parti? Alors, bon, comme on commence à entrer en haute saison de la campagne, je suis obligé, même si ça paraît d'être donné des leçons, de donner des leçons. L'élection présidentielle, comme je l'ai dit en mon propos introductif, c'est un homme et un programme qui se présente devant le peuple souverain. OK? À l'élection présidentielle, c'est Paul Biya qui a été candidat. Le RDPC et sa famille politique qui l'a soutenu. Vous ne pouvez pas venir demander au RDPC, sauf à mélanger les rôles, de dire qu'est-ce que le mal est devenu. Mais je suis à l'aise sur ce sujet. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Mais je voulais simplement qu'on retrace ces choses parce qu'il y a un mélangeur ici trop facile. On ne sait plus quand on parle du RDPC, quand on parle de l'État, quand on parle de l'administration ou quand on parle de la personne du président. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Moi, je suis un de ses supporters, militant du parti au pouvoir, qui soutient le président, mais je ne suis pas son porte-parole. Vous comprenez? Mais j'ai la position officieuse parce que j'ai une proximité avec lui. Et je n'ai pas honte de son bilan. Il a proposé au peuple camerounais une aventure depuis qu'il est là. N'ayez pas peur de parler même de son âge et tout. Je suis à l'aise, hein. Je vais vous répondre. Il a proposé au peuple camerounais une aventure. Quand on arrive maintenant à 4 mois, 5 mois de la prochaine élection, lui c'est notre candidat. Ce n'est pas le candidat qu'on cherche. Parce que nos statuts donnent le nom de notre candidat, qui se trouve être notre président national. Si vous avez fait l'effort de lire nos statuts, et ici, ce n'est pas papa, tonton, Kona et tout ça. Ici, je représente un parti qui est structuré, qui a des vérités, des statuts et qui est institutionnel. Donc, le président a présenté un projet de société qui a été approuvé à la dernière élection par plus de 72% du peuple souverain, représenté par le collège électoral. Dans ce programme, nous avons eu des succès et dans certaines choses, on n'est pas allé à l'allure qu'on aurait souhaité, voire même dans d'autres, on peut penser qu'on a eu des échecs. Nous sommes des humains. En politique, il faut utiliser ce qu'on appelle le check and balance. C'est une analyse comparée. Les démagogues vous diront que si vous les élisez, vous allez au paradis à pied. Moi, je suis petit-fils de pasteur et de catéchiste. Je sais qu'on ne peut pas aller au paradis à pied. Il faut mourir au moins comme Jésus qui est sur la croix pour pouvoir y aller. Et là, on sera heureux. Mais le temps entre le moment où vous voulez aller au paradis et pour y arriver, vous subissez les secousses, l'adversité, les murs des réalités et tout.
Ça n'excuse pas, dans certains domaines, les résultats que nous avons eus. Mais globalement, sur le plan institutionnel, la démocratie en marche et elle est irréversible. Et c'est la raison pour laquelle je vais citer ma camarade et amie Célestine Cortez quand elle disait, on lui a fait dire, il y avait quoi avant? Ben, écoutez, les gens qui ont mon âge savent qu'avant, on ne pouvait pas organiser, par exemple, cette émission. Il ne faut pas aller à Polytechnique. Hein. Moi, j'ai vécu les rafles, les laisser passer à Douala avant de me rendre à l'étranger. J'ai vu mon père aller tous les week-ends en prison à la BMM qui se trouvait en Bopi. Donc, les plus jeunes ne savent pas. Ils sont dans l'enthousiasme des réseaux sociaux médiatiques en pensant qu'on parle au paradis. Alors, je termine là. Sur ce plan, le président nous a fait faire un saut qualitatif. C'est incontestable. Il y a des problèmes, tels qu'Olivier vient d'en parler, avec l'encadrement des libertés et tout ça, avec les autorisations des manifestations. Il y a des évolutions certainement à faire. Même sur le plan de la loi électorale, toute autre chose qui a été faite par les hommes est perfectible. Donc on peut rentrer en toute sérénité dans ce domaine. Dans le domaine de l'économie, nous avons d'abord, il y a un décalage passé en économie, je vais l'enseigner aux agrégés du dimanche, c'est la rencontre entre la demande sociale et la satisfaction de cette demande. Quand vous avez un pays, quand j'étais en classe terminale, qui avait 4 millions d'habitants, aujourd'hui qui en compte 36 millions avec ses Chinois et ses Biafrais, ses Nigériens, vous n'avez plus la même masse de demandes sociales et l'État n'a pas la capacité pour satisfaire cette masse. Donc vous sentez, n'est-ce pas, des secousses, des impacts, n'est-ce pas, sur la gestion de l'économie. Si je peux me permettre, est-ce que ce n'est pas aussi une question de gestion d'hommes qui, dans la gouvernance... Votre question est pertinente, Olivier, parce que, par exemple, la situation de nos entreprises publiques est quelque chose qui est plus dû à la défaillance des humains, des hommes et des femmes, parce qu'on entend des choses, hein, même les femmes sont concernées. On a la lutte contre la corruption, qui a ses succès et ses échecs. On découvre qu'elle ne fait pas peur à certaines catégories d'individus, alors qu'on dit en français simple, la discipline vient avec la peur du gendarme. Donc dans ce domaine-là, nous pouvons débattre en toute sérénité en disant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Oui, dans certains domaines. Est-ce qu'on aurait pu accélérer? Je ne peux pas aller dire que tout va bien. Quand quelqu'un m'a dit, vous construisez l'autoroute Yaoundé-Douala, alors qu'on aurait dû commencer par Douala-Yaoundé, depuis 10 ans, 15 ans. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire oui, hélas, on a pris du retard, malgré la situation économique exogène, internationale ou endogène. Donc, il y a des domaines dans lesquels je ne fais pas partie de ceux qui parlent la langue de bois. Je le vis ici. Quand je rentre dans un magasin pour acheter une baguette de pain, on ne me demande pas ma carte du parti pour me faire une réduction. Donc s'il y a un problème sur le pouvoir d'achat, et il y en a, je le ressens comme tous les autres. Vous comprenez? Moi, je ne vis pas artificiellement, je vis dans la réalité. Donc, dans le domaine de l'économie, oui, effectivement, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas eu de succès et sur lesquelles il va falloir qu'on propose les solutions adéquates. La différence entre nous et nos contradicteurs qui parfois peuvent avoir raison sur certaines questions, c'est qu'eux font des propositions démagogiques irréalistes. Quand vous avez un de mes amis qui est responsable de l'opposition, qui avait proposé le SMIC à 186 000 et tout ça. J'ai fait un calcul rapide avec des amis financiers parce qu'il se trouve que nous sommes un certain nombre de Camerounais qui avons l'expertise dans certains domaines qui ne se trouvent pas à l'université. Nous avons l'expertise parce que comme financiers, banquiers, nous avons vécu ces choses ailleurs. Et on avait trouvé que ça aurait coûté 30 000 milliards. Et je lui ai dit, en combien de temps tu vas trouver cet argent et où? Où? Donc il y a des murs de réalité qui font qu'il faut atténuer. Mon propos n'est pas de dire que ceux qui ne pensent pas comme nous ont tort, totalement. Mon propos c'était de dire piano. Piano, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ne trompe pas le peuple parce qu'on l'aura trompé plusieurs fois. Alors dans le domaine culturel, nous avons des succès. Sportifs, nous avons des succès. Et dans les qui ont été malheureusement menacés par les infrastructures que le président a mis en place. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a 8 infrastructures sportives de catégorie olympique. Mais
il faut les terminer. Ce sont les hommes et les femmes qui sont à l'origine de ce que... Moi-même, je fais à côté de chez moi, ici, quand vous sortirez, je suis en train de construire une stade avec une pelouse. Vous êtes entré chez moi, vous avez trouvé le gazon synthétique. C'est moi qui le fais. Et que chacun s'inscrit. Alors, quand vous avez des gens qui n'ont jamais rien fait, ni représenté le Cameroun, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, mais qui donnent les leçons pour aller au paradis gratuit sans payer même le billet d'avion, je m'en méfie. Chers téléspectateurs, vous avez dû le remarquer, lorsque je parlais de virulence, je n'avais pas dirigé les propos de notre invité de ce jour. Il est virulent, que ce soit envers son propre parti et les autres. Nous allons parler maintenant à présent du mandat impératif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que c'est le mandat impératif? Le mandat impératif réduirait, et ce n'est pas le cas au Cameroun, je préfère tout de suite vous dire que ce n'est pas le cas, c'est un débat artificiel au Cameroun. Mandat impératif vous dit que j'ai voté pour vous, vous faites que ce que je voudrais que vous fassiez. C'est ça impératif. Vous avez l'impératif de faire ce que j'ai fait. Et il se trouve que dans le cadre par exemple des députés ou des conseils municipaux, vous n'allez pas reconsulter ceux qui les ont votés et encore on ne le sait pas. Parce que quand on a proclamé les résultats, ils deviennent les représentants de tout le monde. D'accord? Et on pense que dans la République, et il faut même d'ailleurs, c'est pas on pense, c'est un impératif républicain. Quand vous avez reçu un mandat, c'est-à-dire député, conseiller municipal, conseiller régional et tout, vous devez avoir... Il vient du peuple. Vous devez avoir la conscience de travailler pour la satisfaction de l'intérêt général. Vous comprenez? C'est ça votre liberté. Et ça vous fait que vous ne subissez pas la pression, même d'un parti politique. Je trouve que le débat qui a eu lieu là, s'il intéressait un dimanche les gens, pendant 6 mois, on nous perd le temps. Parce qu'en réalité, notre loi fondamentale n'autorise pas un mandat impératif. Ce n'est pas un piège pour la démocratie, avec Emmanuel Com. Je vous ai parlé de la dégradation de la démocratie. La dégradation de la démocratie, c'est aussi distraire les acteurs de la démocratie que sont le peuple, les partis politiques, les associations. Vous comprenez? Vous prenez un débat comme ça, donc tout le monde sait qu'il est un faux débat, vous faites la distraction. Vous comprenez? Parlons d'un cas concret. Si un parti politique n'a pas été aux élections, donc n'a pas d'élus, ceux qui sont en charge de par la loi d'investir un candidat, il ne peut pas présenter de candidat. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est le candidat putatif ou virtuel de ce parti ne peut pas être candidat, puisqu'il y a d'autres voies qui sont proposées par la loi. Soit vous avez les fameux 300 signatures, soit il va se faire présenter par un autre parti. Il y a un cas quand même que nous avons vécu. Et pourquoi est-ce qu'on perd le temps au Camerounais? Monsieur Cabral Libi n'avait pas de parti politique, il a été présenté par Univers, qui n'avait qu'un conseiller municipal en Gaoundéré, se trouve être mon ami, n'est-ce pas, le professeur Nkoumvondo. C'est pas vrai? Ben, écoutez, ça a eu lieu, ça devrait continuer comme ça. Et M. Campton a été candidat que parce qu'à l'époque, il avait 19 conseillers municipaux à Bafoussam. D'accord? Alors, il faut... Et puis, non, c'était un ancien député SDF. Ils sont en transhumance permanente. Le pauvre, il n'est plus là. Donc, comme on connaît cette situation, pourquoi vous faites encore un débat artificiel? Juste pour savoir, lorsqu'on devient porte-parole... Le MRC ne peut pas présenter le candidat lorsqu'on devient dans la situation porte-parole d'un parti, au lieu d'être celui du peuple qui vous a élu. Est-ce que ce n'est pas une arnaque politique? Juste pour savoir. Pourquoi? Lorsqu'on devient porte-parole du parti, au lieu d'être le porte-parole du peuple qui vous a élu, est-ce que ce n'est pas une arnaque politique? Votre question est pertinente, mais vicieuse aussi. Pertinente, et là je tire la couverture de mon côté. Paul Biya n'a jamais pris un discours à la nation, parlant en tant que président du RDPC. Donc à partir du moment où il est élu, il parle en tant que président de la République. Donc il parle pour nous tous, y compris pour les militants du MRC, de tout le monde, même ceux qui le critiquent. Donc il prend en charge la demande de tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Maintenant, vous ne pouvez pas interdire à un militant, c'est une liberté démocratique, de défendre son parti et le programme que son parti pense être le meilleur. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? C'est une association ayant pour but la conquête du pouvoir, l'opposition à ce pouvoir. Vous venez de dire que c'est le peuple qui doit être mis en avant. Mais les partis politiques ne sont pas extraterrestres, monsieur Olivier.
Ce ne sont pas des extraterrestres. Vous et moi, on est Camerounais. D'ailleurs, je reviens pour la question de votre excellente collègue, parce que je crois que le Congo-Ça a la vie dure ici, parce que comme certains sont très loin de moi, ils ne savent pas qui je suis, ils me voient dans leurs rêves, parfois dans leurs cauchemars. Voici ma carte nationale d'identité. OK. Est-ce que ma carte nationale d'identité veut dire que je ne comporte pas les droits, par exemple, d'adhésion à un mouvement politique? Voici ma carte nationale d'identité. Vous pouvez la prendre à mon vision, parce qu'il y a des documents qu'on peut atterrir quand vous filmez, c'est pas ça. Voilà ma carte. Je suis né ici, à Douala, à l'hôpital Akintini, dimanche 22 février 1953, à 13h15, à pavillon au Mérides, lit 14, chambre 7. D'accord? Alors, je ne suis pas comme les gens qui vont faire les états civils à Kumba ou ailleurs. Donc, je pense que la meilleure façon de construire une démocratie, c'est quand vous ne perdez pas vos droits de participer, de dire ce qui est bon et ce qui peut être mauvais pour vous. Mais maintenant, quand le peuple a tranché, d'accord, il faut respecter cela parce que le peuple ne tranche pas pour l'éternité. Il tranche pour un mandat d'un temps. Et, par exemple, la présidentielle chez nous, le mandat est de 7 ans. Alors on se calme, on arrête les démangeaisons, pour ceux qui en ont. Et ils attendent le moment venu où ils peuvent se gratter pour faire cesser leur démangeaison. Et en se grattant, c'est d'aller voter. Et c'est pas, vous n'allez pas importer tous les Nangaboko de Paris pour venir voter ici. Il faut convaincre le peuple souverain. Ça se passe ici, monsieur. On va sortir du mandat impératif et avec une toute petite question. Seriez-vous vous ne m'avez pas laissé dire ce que veut dire mandat représentatif. Bon. On peut y aller. Le mandat représentatif, il n'y a aucune démocratie au monde qu'il a. Mais bon, je vais vous citer un président américain que je n'aime pas beaucoup, mais j'ai été son contemporain. Ronald Reagan a déclaré un jour que de toute manière, il est là, président des États-Unis, à la Maison-Blanche, pour faire la politique de ceux qui l'ont élu. C'est la même chose que dit M. Trump. Ce n'est pas l'approche que nous avons au Cameroun. Notre approche est plus latine. Vous êtes élu, oui, par un groupe de personnes majoritaires, oui, mais vous devez intégrer la demande de ceux qui ne pensent pas comme vous. Le parti est au-dessus du peuple. Non, ce n'est pas une question de parti. Le parti ne peut pas être au-dessus de la démocratie. Il est un élément de la démocratie. C'est justement la confusion qui vient que quand certaines personnes adhèrent à une association politique, 10 partis, et qui pensent que cette association est minoritaire, ils veulent que le monde s'arrête. Non, il faut avoir la patience de se transformer en majorité. Quand Jésus-Christ a commencé son entreprise, de lancer l'appel pour nous sauver, n'est-ce pas? Il a fait don de sa personne. Vous savez combien de personnes le suivaient, non? Il y avait à peu une douzaine de personnes qui, pour la presque quasi-totalité, étaient ses cousins, les membres de son entourage. Mais sa propre mère même l'a relié un jour, pensant que c'était dangereux qu'on la reconnaisse comme la mère de Jésus. Donc, quand vous commencez une entreprise politique, vous n'allez pas avoir toute la masse. Vous progressez par la conviction, et la conviction est civile, elle n'est pas par la violence des benskriners ou de toute autre catégorie. Vous ne voulez pas parler, par exemple, de ce que vous appelez ici au Cameroun la BAS, la brigade anti-Sardina. Si le temps nous le permet, on y reviendra. Je voulais juste parce savoir. Que c'est une organisation terroriste et jamais le parti dont il se réclame n'a dit non, nous on n'a rien à voir avec les terroristes. Jamais. Vous comprenez? Ont-ils accepté de l'autre côté qu'ils ont quelque chose à y voir? Pardon? Vous avez dit qu'ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont rien à voir avec la BAS. Ils n'ont jamais dénoncé et coupé complètement avec la BAS. La BAS fait partie des structures de Est-ce que pour autant ils ont dit qu'ils sont avec la BAS? Monsieur, vous êtes venu faire une émission de sorcellerie avec moi, mais on peut y aller. Hein. Si vous voulez dire que ne pas dire quelque chose, c'est le dire. Tant mieux. C'est justement cette explication qu'il faut faire à l'endroit. En politique, il faut être clair. Ouais. Pas transparent. Voilà. Voilà. Transparent veut dire que vous n'avez pas d'opinion. Tout à fait. Il faut être clair, ça veut dire qu'il y a des points sur lesquels la démocratie se construit. Il faut taper du poing sur la table. On peut aller jusqu'à taper du poing. Pourquoi ça vous cale à la langue de dire que le Cameroun est un et indivisible? Il est? Ça veut dire que vous avez un problème avec la conception du Cameroun. Pourquoi ça vous calerait à la langue pour dire que la violence en politique est une atteinte aux libertés? Pourquoi ça vous calerait?
Pourquoi ça vous calerait à la langue de dire, par exemple, qu'en prenant les armes contre des populations non armées dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est du terrorisme? Pourquoi ça vous cale? Non, on le dit. Parce que je ne parle pas de vous, oui, Olivier, tout à fait, je comprends. Cette situation, il drame l'opinion, il flatte l'opinion. Et quand on flatte l'opinion, on appelle ça la démagogie. Voilà, et moi je suis contre les démagogues. Je vous ai très bien compris, M. Hervé Emmanuel Combe. Très, très bien. Il y avait une dernière question que j'allais oublier, c'était de savoir, est-ce que vous êtes favorable ou non à l'abolition du mandat impératif? Ça, c'est pour sortir en quelques mots. À l'abolition du mandat impératif? Ouais. Non, dans le cadre du régime de cette République, c'est impossible. Non. Parce que si vous abolissez le mandat impératif, ça veut dire que vous allez mettre des moutons à l'Assemblée partout, des gens qui ne réfléchissent pas et qui doivent reprendre le train, l'avion, la route pour aller demander à leurs électeurs. Donc je ne sais pas comment il faut. Vous savez que le vote est secret au Cameroun. Ouais. Dites-le à vos téléspectateurs. On entend les partis parler à propos des inscriptions sur les listes électorales. Il y a des gars qui sont venus en de côté, ici à côté de l'État, là vous voyez de côté. Ils ont mis les gens en chasuble et ils ont dit, ils arrêtaient le tout venant, venez vous inscrire sur les listes électorales. Et là, ils disaient que voilà, tous ceux qui se sont inscrits, ce sont les électeurs. D'abord, c'est contraire à la loi. Et le vote étant secret au Cameroun, comment on pourrait prouver que ce sont les électeurs? Et d'autres choses. Et là aussi, on revient sur le préfet. Quand vous avez arrêté quelqu'un de côté, une dame, un homme qui vient de Dizangue pour faire ses courses de côté ou qui vient de Yabassi, comment vous le remettrez sa carte d'électeur? Et savez-vous que l'ECAM a un système qui fait que si vous êtes inscrit 2 fois seulement, vous êtes annulé. C'est-à-dire, le panneau croit sur les 100 000 personnes qu'on a dû gommer. C'est le système qui fait que si vous êtes en Consamba et vous passez pour faire plaisir à Hervé Emmanuel comme à la cité, si vous trouvez qu'on est en train d'inscrire les gens, vous donnez votre nom, vous êtes en train d'annuler vos deux votes. Ou alors, c'est le dernier qui compte. Mais si vous ne venez pas chercher la carte au dernier endroit où vous vous êtes fait inscrire, vous n'allez pas voter en Consamba où vous habitez. Comprenez? Il faut l'expliquer. Les politiciens qui n'expliquent pas les choses aussi simples qui sont pourtant des choses centrales pour le sentiment d'appartenance, de confiance à la démocratie, ils font œuvre de chaos. Et 2, ce sont des démagogues. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Si c'est ce que vous appelez la violence, je l'assume. Je voudrais vous poser une question importante par rapport à l'ECAM qui... Question que vous avez posée, y compris celle que j'ai répondue avec muscle. Très, très importante. Michel, ouais. Michel, c'est le prénom de mon père. Non, ce sont des questions pertinentes. Alors, l'ECAM a sollicité le concours de l'ONU pour les prochaines élections dans notre pays. Et on parle de 3 milliards de francs qui ont été mis sur la table pour les préparatifs, formations et séminaires, entre autres. Est-ce que on ne peut pas voir là-dessus que notre souveraineté est sous-traitée? Est-ce que c'est pas ça? Lorsqu'on a l'impression... Le sens de votre question. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est pour ça que je suis heureux avec une entreprise comme la vôtre Carrefour. Parce que vous corrigez aussi là où ils n'ont pas été. C'est la communication. Nous avons une catastrophe en matière de communication publique. Et l'ECAM devait faire l'effort, expliquer pourquoi il a besoin des moyens, mais des moyens qui ne dénaturent pas le fait que ce soit l'institution indépendante de gestion de nos élections. Quand on a fini de dire ça, point barre, il y a encore un problème. Mais en entretenant le flou, en laissant installer les commentaires du dimanche qui sont fournis sur les ragots, on fait croire que c'est l'ONU qui va gérer les élections. Comme quoi? Pourquoi maintenant? Mais parce que c'est maintenant qu'il y a le problème. Mais pourquoi vous posez les questions? Vous avez la magie, vous savez ce qui va se passer demain. Alors dites-moi, je dois me rendre à Tchang, je passe par où? Tchang, tu es puisque vous savez tout. La vérité, Olivier, c'est que les gens mettent la mauvaise foi même là où ce n'est pas utile. Je participe à la plateforme de l'ECAM pour le Mori. Je peux vous dire qu'il nous arrive de nous dire des choses et ça surprend les gens où nous trouvons sur la même position, la même analyse avec SDF, PUC, PCRN et tout ça. Donc, quand on fait un effort de rechercher l'intérêt général, il n'y a pas de raison qu'on ne se rencontre pas. Et toute est communication. C'est la raison pour laquelle je pense que vous êtes des entreprises qui avez une très grosse responsabilité dans la période dans laquelle nous vivons et celle dans laquelle nous allons affronter. Parce que c'est vous qui allez prévenir l'ordre ou le désordre.
Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez donc une grosse responsabilité. Donc, soyez des médias indépendants et aidez ceux qui ne peuvent pas communiquer très bien. Quand vous avez des médias le dimanche qui sont calés simplement sur les insultes, la transgression de l'ordre public, la dénonciation, même artificielle des choses, vous préparez les émeutes. Et s'il y a une meute, je peux vous assurer, celui qui porte les yeux n'entre pas dans les bousculades. Donc, ceux qui menacent l'ordre public en pensant que les victimes ne seront que de l'autre côté, il faut qu'ils fassent attention. Donc, moi, je suis dans tout ça, je pense que nous devons faire attention. Ce qui est améliorable, il faut l'améliorer. Même les camps doivent faire des progrès pour convaincre les Camerounais que leur vote sera respecté, sera transparent et libre. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous avez un débat sur qui... Bon, vous allez encore dire, madame va dire que oui, RDPC est trop libre. Oui. Vous croyez que c'est sérieux que même nous-mêmes, les RDPC, par certaines attitudes, on ait participé pendant 6 mois à un débat sur tel peut être candidat ou ne peut pas être candidat. Est-ce que c'est notre rôle? C'est l'élection Cameroun qui va recevoir les candidatures et c'est le Conseil constitutionnel qui va dire si tout le monde remplit les conditions, nos candidats y compris. Quand vous rentrez dans ce piège qui a été tendu, et là ils ont eu beaucoup de succès, où on parle que d'abord ils augmentent le temps de parole dans les médias et commencent la campagne avant tout le monde. C'est pour ça que vous parlez de campagne avant. Campagne avant tout le monde. Et vous les aidez par rapport aux autres candidats qui ne sont pas dans la situation et qui ne parlent pas. Vous croyez que les candidats des autres partis, à part et tout ça, je ne cite pas, même il y a un nouveau groupe maintenant, parce que les religions naissent tous les jours ici, le groupe de Douala, justement. Vous croyez qu'eux, ils n'ont pas le droit de parler aussi, mais on n'est pas encore dans la campagne électorale et on ne parle que d'un seul parti, d'un seul candidat et tout ça. Je trouve que c'est contraire à l'intérêt de la démocratie. Marie-Michel. Monsieur Emmanuel Combe, tout à l'heure vous avez parlé de ce qu'on peut retenir des 7 dernières années. Le bilan. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les lignes n'ont pas vraiment bougé et qui font état d'une administration qui envahit une certaine, si on peut dire, stagnation? Une administration qui font état d'une routine rigide qui règne au sein de l'administration publique au Cameroun. Écoutez, Marie-Michel, là où il y a des hommes, il y a du mouvement. Même quand on a l'impression qu'il y a des bouches. Vous comprenez? Partout où il y a des hommes, il y a du mouvement. J'ai dit tout à l'heure que je reconnaissais le droit aux gens de dire que ça ne va pas à la lutte que j'aurais souhaité. Ils ne sont pas parfaits. Mais dire que rien n'a bougé, je crois que là, c'est quand même une mauvaise chose. Parce que les choses évoluent. Pas au rythme que tout le monde aurait souhaité. Moi, je souhaiterais qu'on ait une administration et qu'on ait les moyens de payer tout ce monde pour donner les autorisations de toute manifestation qui est légale, d'accord, et qu'on puisse les contenir. Quand vous avez une ville comme Douala, et là, il nous faut 2 jours d'émission, qui a combien 5-7 millions d'habitants, même y compris ceux qui viennent le matin et le soir. Vous croyez que quand s'il y avait par exemple un meute à Mambanda ou ici à la cité, si on prenait tous les policiers et gendarmes de Douala, on a suffisamment de personnel pour gérer cela? Non. Donc nous avons donc ce décalage qui fait que l'administration ne progresse pas au même rythme que la démographie. Bon, on dit qu'il y a trop de fonctionnaires, mais on constate aussi qu'il y a peu de fonctionnaires. Même avec la création des collectivités territoriales, n'est-ce pas? C'est une extension de l'administration, mais sous d'autres formes. Nous voyons qu'il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez de gens dans la santé, il n'y a pas assez dans la police et gendarmerie, dans les formes de maintien de l'ordre. Donc, nous avons l'administration de nos moyens, mais dans le peu qu'on a, voilà, vous avez raison, il y en a qui s'amusent souvent avec l'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la productivité qu'ils devraient avoir pour le développement de nos pays. Vous posez une question qui est très pertinente, je vous donne une réponse pour dire que ce n'est pas une excuse, il faut qu'on regarde. Mais je veux donner ça parce que les gens ne savent pas ce Cameroun. L'administration est le plus grand employeur au Cameroun. Le premier agent économique du Cameroun, c'est l'État. Et le premier employeur du Cameroun, c'est l'État. Et il faut donc que cet État soit exemplaire en productivité. Parce que c'est avec
sa conjugaison avec le secteur privé que nous pouvons faire évoluer, parce que c'est l'État qui construit les infrastructures. Les routes, les ponts, c'est l'État qui doit nous faire beaucoup de choses. Et quand l'État est en retard, on a l'impression qu'il y a un décalage, et donc du coup, ça vous donne ce sentiment que rien ne bouge. Parlons à présent du Grand Nord. Je rappelle qu'à quelques mois de la présidentielle... Qu'est-ce que vous appelez Grand Nord? Parce que là aussi, les trois il y a régions, un vocabulaire du dimanche un peu comme ça. Je vais juste résumer les trois régions qui sont l'extrême nord, le nord et la Damawa. C'est ça le Grand Nord. Donc, selon moi, je vais résumer. Non, pas vous, c'est pas personnel. Mais je crains que vous soyez contaminé ou influencé par des gens qui font une analyse fausse. Parlons du septentrion. Non, excusez-moi, c'est une parenthèse très importante. Vous me donnez l'occasion de faire un peu de pédagogie aussi. Vous prenez la Damawa. Vous croyez vraiment que les gens qui sont à Tibati, qui sont pour la plupart des Tikas, ils sont les Bédouins qui viennent du Sahara. Donc, c'est une définition organique qui date de l'ancien régime. Il y avait la province du Nord. Et ce n'était pas innocent. On l'avait fait pour rendre solidaires des gens venant de certains espaces politiquement. C'est comme quand les gens disent aujourd'hui les Bamileke, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Moi, il y a une partie de la région de mes grands-parents qui est dans la savane et on appelait ça le grassfield. Vous comprenez, aux alentours de Makinéné. Et quand vous dites les Bamileke, vous mettez à l'intérieur les Bamoun qui sont plutôt des Tikas, vous mettez à l'intérieur aussi des Bawok, des Bawan et tout. Je crois que cette confusion qui a des arrière-pensées politiques, c'est ça qui crée les germes du tribalisme, du communautarisme dans ce pays. Donc je me méfie de quand on dit le Grand Nord. Je vous donne un exemple. Quand on vous dit le Grand Nord, on met les musulmans, les animistes, les chrétiens et tout ça. Savez-vous que les musulmans sont minoritaires dans le Sénat? Voilà. Si vous prenez les Toupouri et tout ça, ne sont pas des musulmans. Donc, Michel, quand vous voyez quelqu'un noir ou bien Angé là-bas, où il se peut appeler Bana, on dit le Grand Nord. Cette espèce de généralité fait que vous qui avez le privilège d'éclairer nos pensées, vous devez faire obstacle à cela. Et aujourd'hui, quand on dit le Grand Nord, il y a même des gens qui se lèvent, disent qu'ils sont propriétaires de toutes les voies du Grand Nord. Comment? Moi, je ne suis pas propriétaire de voies du Vouri, je suis pourtant un Vourien. Je ne suis pas propriétaire de Bassa, pourtant j'ai des liens. Je ne suis pas propriétaire de voies d'Embo, pourtant j'ai des liens. Je ne suis pas propriétaire de voies. Vous voyez, ça veut dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous devez faire obstacle à cette entreprise qui est une fumisterie. Ça fait partie des entrepreneurs de la dégradation de la compétence. Allez convaincre militants par militants, électeurs par électeurs. Ok, monsieur Marie, comme je vais recontextualiser, ouais. Il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent dans la partie septentrion Cameroun pour réclamer un candidat du changement. Alors, est-ce que cela n'est pas un signe que le parti au pouvoir, le RDPC, est en train de perdre le Grand Nord, qui pourtant est un véritable vivier électoral pour ce parti qui a réalisé des scores fleuves, je le rappelle, lors de la dernière élection présidentielle. Piano. Oui. Il y a beaucoup de nos compatriotes originaires de ces circonscriptions qui suivent le RDPC. Et c'est vrai, le RDPC a la responsabilité de répondre à leurs demandes pour qu'ils se sentent entendus et compris. Et je suis leur voix. Mais toute la campagne qui est faite là maintenant, les gens disent, moi je suis propriétaire de voix du Cameroun. Mais ils n'apportent pas la preuve. C'est aux élections. À la dernière élection, le Grand Nord a voté le candidat pour bien 47% de l'ensemble. Donc je crois que les gens vont vite un peu en besoin et disent n'importe quoi. Et, ce sont les paresseux qui disent, voilà, moi, les voix de Boumyébel m'appartiennent parce que je suis le Boumyébel. D'abord, c'est dangereux. Ça veut dire que si vous êtes même élu, vous êtes le président de Boumyébel. Bon, moi, je préfère celui qui ne demande pas l'origine tribale ni régionale de quelqu'un, mais qui veut le convaincre en tant que compatriote pour voici ce qui est bon pour nous tous. Parce que quelque chose est mauvaise dans un territoire, sur le territoire camerounais, même 1 centimètre de lui, c'est mauvais pour tout le Cameroun. Si quelque chose doit être bon sur un territoire camerounais, il doit être bon pour tout le Cameroun. Donc, quand nous avons des situations comme dans le nord-ouest et le sud-ouest, ou parfois à l'est, avec les dégradations de la situation en Centrafrique,
ou avec Boko Haram dans cette région, ça nous concerne tous. Donc aujourd'hui, pour présenter quelque chose en disant, les Camerounais ont besoin de changement, on va aux élections. Ce sont les résultats qui vont dire ce que les Camerounais veulent. Mais avant d'aller aux élections, chacun doit aller les convaincre. Je dis toujours à mes compatriotes qui sont à l'opposition, vous êtes essoufflés pendant 6 mois avant. Maintenant, les choses se recommencent. Dans la stamp time, comme on dit dans le football. La campagne va commencer, chacun de nous devra aller convaincre de la qualité de son offre politique devant la demande sociale. C'est plus votre question. Donc moi, je refuse les débats qui disent déjà, à tel endroit, il y a même un autre qui m'a dit, tous les Bassas devraient voter Cabral Libye. Je lui dis, mais pourquoi ils ne voteraient pas pour avoir Paul Hippolyte? Mais on est quand même d'accord que le Grand Nord est un bastion électoral. Toutes les régions du Cameroun sont des endroits où il faut aller convaincre les gens. Maintenant qu'il y a beaucoup de population à certaines circonscriptions, c'est comme si vous dites que si vous venez convaincre les gens à Bouri-Est, alors tout le monde à Douala est d'accord avec vous. C'est faux. Alors que Bouri-Est est la plus grande circonscription législative dans le Bouri. Vous comprenez? À la dernière élection présidentielle, l'opposition nous a un peu secoué dans le Bouri. Tout à fait. Mais nous avons gagné l'élection présidentielle. Le Bouri a été 3e ou 4e. À l'ouest, pareil. De voix du président élu. Donc, ce sont des choses un peu. Il faut les nuancer. Donc, je refuse des trucs. Ça veut dire que vous aurez un discours démagogique pour les gens du Grand Nord en disant c'est vous qui êtes la majorité. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux aborder les questions qui peuvent déranger. Par exemple, l'ouest du Cameroun. J'entends des gens qui disent des choses qui sont inexactes. L'ouest du Cameroun, sur le plan territorial, le Noun est plus grand que tout l'ensemble de l'ouest. Le Noun représente 55% du territoire de l'ouest, de la région de l'ouest. Parce que la région de l'ouest n'a que 31 000 km. Et le Noun a 45% de la population. Les autres 8 départements qui sont à l'extrême ouest ont 55%. Quand vous venez globaliser, quelqu'un vient globaliser, parle pas de vous. Il dit l'ouest. On fait comme si c'était un toutou, un enfant dit lève-toi, tout le monde se lève au même moment. Non, c'est plus nuancé que ça. C'est plus nuancé que ça. Et là où on demande aux politiciens de remplir leur rôle, c'est d'aller convaincre les gens. Pourtant, les bastions électoraux existent. Une région peut être un bastion électoral pour un parti politique. Mais c'est le résultat qu'on nous dit, madame. Je ne dis pas le conseil, ce que vous dites. Vous parlez effectivement du septentrion qu'on a souvent présenté comme un... Mais parce que jusqu'à présent, il a voté... Comme un bastion électoral du RDPC. On appelle bastion électoral en sciences politiques lorsque la majorité des gens habitant cette circonscription suivent un programme. D'accord? Mais le bastion ne veut pas dire que vous devenez propriétaire des voies là-bas. Vous devez tout le temps les convaincre de la justesse de votre proposition et du fait qu'il doit vous suivre pour continuer le chemin du développement. Je refuse le débat qui dit l'erreur de nos opposants. Mais est-ce que vous ils ne sont pas allés faire la campagne la dernière fois dans certaines régions. Parce que, effectivement, prenons en compte le fait que cette partie du Cameroun soit un véritable bastion électoral, un vivier électoral. Vous voulez me poser cette opinion, allez-y. Alors, est-ce que... Dites qu'on vote majoritairement RDPC là-bas, le bastion électoral, c'est parce que vous mettez dedans. Est-ce que cela n'est pas un paradoxe sur cette partie du pays qui est un véritable vivier électoral? Je parle du nombre de personnes même souvent inscrites sur les listes de la population. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe que cette région soit aussi la plus pauvre et la moins scolarisée? Ce n'est pas un paradoxe. Vous faites une affirmation qui n'engage pas. Laquelle? Vous dites que c'est la partie la moins scolarisée. Je crois que là, vous finissez trop de liberté avec la réalité, mais c'est pas grave. Je vais corriger en fait. Dans notre propos introductif tout à l'heure, avec je vous ai dit, et d'ailleurs vous qui m'avez posé la question, que par exemple dans le domaine économique, la demande démographique, sociale est devenue plus importante que l'offre de services que l'État, qui a l'obligation, a le droit de nous donner. Donc on peut avoir l'impression que nos compatriotes qui habitent le septentrion sont moins scolarisés, parce que la demande est grave. Et puis si vous connaissez un peu la région, il y a des endroits qui sont inhabitables mais qui sont habités. Par exemple, lorsque vous avez entendu les morts qu'il y a eu dans certaines régions, alors qu'avant, il y a 30, il y a même 50 ans, on avait déplacé une partie de cette population vers la Gamora qui était montée. Mais
on n'a pas vu que la démographie augmente. Ce n'est pas parce que vous avez déplacé une population. Ceux qui sont venus après sont encore plus nombreux. Et donc il y a eu une rupture de digue avec des saisons chaotiques que nous avons connues. Il y a eu beaucoup de morts. Et c'est ça qui a mis à nu, faisant croire qu'il n'y avait pas assez d'infrastructures. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de choses à faire. Je dis qu'il y a à faire. Mais la demande va toujours être très importante. Donc c'est l'État qui doit se développer aussi pour pouvoir satisfaire ces demandes sociales, qu'elles soient moins visibles. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour prendre le risque de l'instabilité. Parce que quand vous votez, ce n'est pas seulement pour vos ventes. Vous votez pour la stabilité d'un pays. Dans un monde en instabilité, vous voyez des événements en Ukraine, à Gaza, même chez nos voisins ici. Dieu merci, grâce à la sagesse de Paul Biya, nous ne sommes pas encore là. Mais demain, on peut être entraîné dans tout ça. Et l'État peut... Moi, j'ai vu éclater la Yougoslavie. J'allais en mission comme banquier en Yougoslavie. Du coup, paf, ils sont devenus, je ne sais pas, 10 États. Maintenant, ils sont là. Slovénie, ils sont... J'ai vu l'Union... J'allais à Moscou quand l'Ukraine était encore dans l'Union soviétique. Non. L'unité d'un État n'est pas une chose aussi simple comme certains vont nous faire croire quand on leur dit un est indivisible. Si vous pouvez faire une aventure ensemble, il faut voir qu'est-ce qui est important. C'est d'abord un pays. Est-ce que vous avez le droit de revendiquer des choses? Oui. La solidarité nationale, c'est pour ça que je refuse de mettre des catégories de Camerounais en stigmatisant. Voilà l'extrême nord, voilà l'ouest, voilà ceci. Non. Quand vous demandez de gouverner le Cameroun, vous prenez en charge ce qui est commun à tous les Camerounais. Essayez de trouver des équilibres. C'est pour ça, par exemple, quand un préfet avait déclaré qu'on n'a pas le droit de venir dans son département si on ne pense pas comme lui, j'étais un de ceux qui disaient non. Parce que c'était contraire à l'unité du pays, au fait qu'un Camerounais peut aller partout où il a envie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les discours de quelqu'un qui est pourtant un peu proche de moi, Elimbi Lobé, quand il y a stigmatisation, parce que revendiquer que nous, les gens de Sawa, du Bouri, ayons plus de représentation. Effectivement, oui, vous avez rappelé que ce n'est pas parce qu'on a une certaine influence dans une région que l'on ne devrait pas arrêter de travailler pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Parlons effectivement du septentrion. Vous n'avez pas l'impression, il y a des Camerounais en fait qui ont l'impression que c'est une partie qui est en quelque sorte abandonnée par le pouvoir central, pourtant qui a une forte influence sur le plan politique en termes d'électorat dans cette partie. C'est dommage que même quelqu'un dans une banlieue de Douala puisse penser qu'il a. Si ce constat est fait, ça veut dire que nous avons quelque chose à réparer. Parce que si on a l'impression d'être abandonné, on commence à perdre le sentiment d'appartenance. Or, c'est le sentiment d'appartenance qui construit le patriotisme de la citoyenneté. Donc, de ce point de vue, on n'aura pas un débat dessus, parce que je pense qu'il y a des endroits, effectivement, où les gens ont besoin de plus de développement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, l'émission tire à sa fin. Et parlant d'abandon, la diaspora, on va évoquer ce côté. Ça c'est pour terminer l'émission. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à cause de ce problème de double nationalité, où le verrou n'est pas levé jusqu'à présent, alors que le président de la République y est favorable avec autant de promesses, cette diaspora n'est pas abandonnée? Écoutez, je vais vous faire un peu d'éclairage dessus. D'abord, je n'aime pas me cacher derrière un faux débat. Moi, je suis favorable à la vie nationale. Tout à fait. Double, ça veut rien dire. Ouais. Je connais des gens qui ont 5 nationalités. L'ancien ministre Anthony Blinken, son père, dont j'ai eu le privilège à l'époque de connaître, qui était Samuel Pizarro, avait 5 nationalités. Américaine, russe, israélienne, française et tout. Anthony Blinken a grandi à Paris. Il est devenu secrétaire d'État aux États. Je pense donc que les lois qui ont été prises en 1968, c'était des costumes sur mesure. L'ancien régime avait peur de toute opinion dissidente. Et donc, comme vous parlez, les gens se retrouvaient à l'étranger, et certains devenaient très vite apathiques. C'est comme ça que d'autres se sont retrouvés avec les documents de d'autres pays. Au Bénin, de tout ça, tous ces gens qui ont pourtant participé à l'appréciation du Cameroun. Donc je crois que c'est un faux débat. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui avec Emmanuel Com? Alors, ce qui bloque, c'est en 2009, septembre 2009. Vous trouvez encore à Paris. Le président a fait 2 déclarations d'une très grande importance. Il a rempli une déjà.
le vote, et de faire évoluer la notion de binationalité. Les Camerounais et l'étranger sont à peu près 5-6 millions. Camerounais, ceux qui ont un lien avec le Cameroun. Je vais jusqu'à Kylian Mbappé, qui est à la fois algérien, camerounais, français. Donc il y a à peu près 6 millions. C'est une population très importante. Et quand vous prenez l'histoire de l'économie, c'est la diaspora irlandaise ou italienne qui a reconstruit l'Italie, les Polonais. fait. Si l'Ukraine a une influence aujourd'hui, c'est à cause des Ukrainiens qui sont aux États-Unis et tout. Donc, vous avez donc cette diaspora qui est une forme d'ambassade, c'est le Cameroun universel, et qui envoie beaucoup d'argent au Cameroun. Je crois que c'est le deuxième poste de financement de l'économie camerounaise, ce sont les flux financiers des membres de la diaspora de leur famille. Donc on ne peut pas les ignorer. Maintenant, on peut prendre des dispositions, comme dans plusieurs pays. Vous pouvez avoir plusieurs nationalités. Si vous êtes américain, vous commettez un délit aux États-Unis, vous êtes jugé par la loi américaine. Et vous pouvez avoir plusieurs nationalités. Si vous êtes un Américain, vous n'êtes pas né sur le territoire américain, vous ne pouvez pas être président de la République des États-Unis. D'où l'affaire Kissinger. Tout à fait. Vous pouvez avoir plusieurs nationalités. Si vous n'avez pas la nationalité exclusive de la France, vous ne pouvez pas servir dans les services secrets. C'est dans la Légion étrangère. Donc, on peut tout à fait arriver à la reconnaissance de la multinationalité en prenant des dispositions sécuritaires qui nous mettent à l'abri. Je vous donne un exemple que vous nous ignorez, mais qui est à côté de vous. La plupart, les gens ne veulent pas en parler, des Nigérians qui sont au cas Yabassi, on le cas d'Anté Cameroun. Et qu'est-ce qu'on fait? On les retire toutes, on ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de prendre des dispositions sécuritaires pour qu'un étranger ayant exercé des responsabilités à l'étranger, mais qui redevienne camerounais, ne puisse pas, s'il a été par exemple militaire. Est-ce que vos propositions arrivent? Vous n'allez pas laisser passer, vous allez vous donner une information que vous ne savez pas. Et il y a un Camerounais qui est amiral dans la marine française. Il a commandé des forces spéciales. Est-ce qu'on peut le prendre pour l'intégrer à la DGRE ou bien dans les forces spéciales du Cameroun? Non. Parce qu'il y aurait une crise de fidélité. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais est-ce qu'il n'est pas camerounais? Il est camerounais. Vous comprenez? Donc, il y a deux positions. Par contre, les gens dans la diaspora qui passent leur temps à insulter au lieu de faire des choses constructives et penser que c'est comme ça qu'on va avancer, ils ne servent pas cette cause. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants qui ont plusieurs nationalités. Américaines, françaises. Parce que les lois du pays où sont nés les ont mis dans cette situation. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver à la binationalité dans ce pays? C'est irréversible. Nous ne pouvons pas considérer que nous sommes dans un village planétaire et penser que nos petites considérations locales ici vont s'imposer aux autres. Je vous ai dit que la loi de juin 68 était un costume sur mesure contre le candidat qui pouvait compétir contre le président de l'État. Je ne comprends pas. On peut pas. Quand on a ouvert le vote des Camerounais de l'étranger, il y a eu 90% de voix de ceux qui ont décidé d'aller voter à l'étranger. C'est pour ça que mes amis qui disent un meeting de Paris, c'est un faux débat. Est-ce qu'il y a des électeurs dans... On peut donc penser clairement qu'il y a autour du président de la République des personnes qui ne sont pas favorables et pourtant qui bénéficient de cette double nationalité, mais qui... Vous sortez un procès en sorcellerie, il faut que vous en connaissez, dénoncez-les. Moi, je ne suis pas le ministère de la dénonciation. Je vous ai dit que, pour ce que je sais de la diaspora camerounaise, elle est positive et dynamique, elle ne peut que concourir pour accélérer le développement. Et les peurs que les uns et les autres ont pour leur petit poste, c'est pour moi secondaire. Vous comprenez? Et je vous ai dit que le président y est favorable. Maintenant, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ralentit? Mais je pense que c'est irréversible. On ne peut pas empêcher les Camerounais. Si Kylian Mbappé décidé de venir au Cameroun, vous allez lui dire n'est pas là, Dieu balai sur lui. Je vous pose cette question. Je vous pose... non, Olivier. Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Et donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Maintenant, le Cameroun, pour des raisons sécuritaires et d'autres, peut avoir des particularités. Vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam. Un faux débat qui ralentit notre développement, le développement de notre pays et autres. La conclusion que je vais vous faire, parce que
tout ce qui concourt à rendre le Cameroun puissant doit être camerounais. Tout à fait. Quand vous gagnez les coupes d'Afrique des Nations, vous ne dites pas que c'est avec la main d'œuvre étrangère. Presque tous les joueurs qui ont gagné ces coupes sont binationaux. Ils sont binationaux pas parce qu'ils ne veulent pas du Cameroun, parce que pour travailler à l'étranger, on se trouve parfois obligé d'avoir la nationalité du pays. Avec les règles qu'il y a eu par exemple à l'UEFA, si vous n'êtes pas national d'un pays européen, vous êtes le deuxième joueur, pas plus de 2 joueurs étrangers. C'est pour ça que tous ils ont la binationalité. Merci beaucoup, Monsieur Hervé Emmanuel Com. C'était Face à Face, chers téléspectateurs. L'émission aujourd'hui a été un peu plus longue. C'était avec Marie-Michel et moi. On a pensé qu'il fallait rallonger. Et les propos de Hervé Emmanuel Com, notre invité de ce soir, vous ont certainement soit séduit, soit un peu dérangé. Mais il est comme ça. Merci, merci. Dérangé dans le bon sens. Parce qu'à travers elle, parce que c'est que vous êtes très écouté, on va faire cesser un peu ce qui va dans le public de mention sur ma personne. Il est taquin, mais très positif, Hervé Emmanuel Com. Taquin, mais très positif. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous remercions notre invité. C'était un plaisir de vous avoir. J'aime beaucoup votre entreprise et je pense qu'on a besoin des entreprises indépendantes comme la vôtre dans le contexte dans lequel nous entrons. Parce qu'il y a plusieurs médias qui sont réduits à être simplement des organes de base des partis politiques. Et ça, c'est triste. Je veux dire, même un média qui voudrait faire plaisir à être député, pour moi, je m'en méfie. Vous êtes un média indépendant et jusqu'à présent, vous ne m'avez pas fait peur. C'est pour ça que je refuse d'aller dans les débats là où je perds mon temps. Merci de nous ouvrir toujours votre porte. Elle est ouverte, largement. Merci. Michel, nous allons dire au revoir aux téléspectateurs. Merci. Alors, c'était Face à Face. On se retrouve à la prochaine. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et qui réalise ce programme. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Carrefour Télévision et sur Radio Carrefour et les autres plateformes de notre média. Bonsoir.